À nouveau, bienvenue à tous. Vous êtes 94, la jauge augmente de seconde en seconde. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, comme Mathieu vous le disait, nous sommes là pour le moment à Syndex dans une grande campagne sur les risques psychosociaux. C'est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup dans la presse, sur les ondes. Et aujourd'hui, ce webinaire va traiter du télétravail, qui est aussi un sujet extrêmement actuel, et de ses conséquences sur les risques psychosociaux. À vrai dire, deux sujets phares que nous avons choisi de conjuguer et de vous présenter. Notre webinaire, qui devrait durer 3/4 d'heure pour la présentation et un bon quart d'heure, et s'il faut, on dépassera un petit peu pour le débat, va s'articuler en 5 parties. Nous allons vous présenter quelques éléments de contexte sur le télétravail, le cadre légal de cette nouvelle forme d'organisation du travail. C'est important de faire un petit détour sur ce que nous dit le Code du travail sur ce dispositif. Ensuite, nous allons à nouveau faire un petit peu de théorie sur les risques psychosociaux et surtout sur leurs origines. Ensuite, le cœur du sujet, les risques psychosociaux liés au télétravail. Et la 5e partie, qui est toujours la partie très importante dans notre message, ce sont les outils qui peuvent être à votre disposition pour vous, représentants du personnel, parce que vous êtes certainement une grande majorité à nous écouter qui êtes représentants du personnel, élus de CSE ou délégués syndicaux. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez actionner lorsque il y a du télétravail qui se généralise dans votre entreprise? Quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour faire en sorte que la santé, la sécurité et les conditions de travail ne soient pas trop entravées par ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles méthodes? Je laisse la parole à mon collègue Cuyenne. Oui, alors, juste pour rapidement présenter quelques éléments de contexte du télétravail, qui est une forme d'organisation nouvelle du travail. Alors, son essor a pris depuis les années 90, alors pour différentes raisons. La première raison, effectivement, c'est le développement, ce qu'on appelle des TIC, technologies de l'information et de la communication, et puis aussi l'essor des activités tertiaires. Beaucoup d'activités maintenant se font grâce à l'ordinateur et puis devant l'écran, comme on le fait nous tous aujourd'hui. Deuxièmement, c'est une demande sociétale aussi. De plus en plus de salariés ont cette envie de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Et puis aussi, il y a une autre demande, c'est de réduire, dans la mesure du possible, les temps de déplacement qui peuvent être effectivement source de fatigue importante, notamment dans les grandes agglomérations. Et puis, il y a une préoccupation écologique aussi qui se fait jour, avec évidemment ce que je viens de dire, la limitation des déplacements, avec aussi ce souhait de diminuer l'émission de CO2. Donc, tout ceci participe au développement du télétravail. Et puis, on ne vous apprend rien que depuis quelques mois, il y a une recrudescence du télétravail, due notamment et surtout à la crise sanitaire. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est une parenthèse ou au contraire, ce phénomène qui va tendre à se durer et à se généraliser pour une grande majorité des salariés? Alors, juste un rappel, avant l'épidémie de la Covid-19, le travail était régulier, certes, mais il était peu répandu. Il faut savoir qu'il n'y avait que seulement 3% des salariés qui le pratiquaient au moins une fois, un jour par semaine. C'est compliqué, je n'arrive pas à passer les diapos comme il faut, désolée. Voilà. D'accord. Donc, avant l'épidémie, c'était majoritairement des cadres, plus de 61%, donc peu nombreux dans les métiers autres que ceux de l'informatique et de la télécommunication. Il était surtout pratiqué dans les grandes agglomérations, en Île-de-France, entre autres, où les temps, évidemment, on le sait tous, les temps de trajet entre travail
domicile et bureau sont les plus longs. Et avant la pandémie aussi, c'était les femmes qui travaillaient parfois le plus ou autant que les hommes. Et ceux qui avaient recours au télétravail, c'est ceux qui avaient un enfant de 3 ans. Voilà. Pardon. En temps de Covid-19, pendant notamment la période de confinement, on voit ici des extraits du journal Le Monde et de la DREES, de l'Institut pour la recherche en santé publique, qui nous montrent que 25% des personnes, des salariés sur le territoire français, étaient en télétravail. Donc, vous voyez, contre 3% en 2017, évidemment, puisque de toute façon, vous le savez, il y avait des consignes gouvernementales qui demandaient à ce que le travail soit réalisé autant que faire se peut de manière télétravaillée. Ce qui nous semble intéressant de vous présenter dans cette diapo, c'est quelles catégories étaient les plus concernés par le travail. Et comme vous le voyez, enfin j'espère que vous n'avez pas comme nous des petites vignettes qui cachent, mais les cadres supérieurs étaient près de 50% à pouvoir télétravailler contre 0,9% des ouvriers non qualifiés. Donc vous voyez que le télétravail concerne des catégories professionnelles bien spécifiques. Ça s'explique évidemment dans la mesure où il y a des métiers qui nécessairement ne peuvent se faire de manière, on va dire, déportée. Mais c'est une indication qui est déjà intéressante et qui montre qu'il y a une certaine forme d'inégalité entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux dont le métier ne permet pas du tout de réaliser ce type d'activité. Alors, toujours en période de confinement, on est donc passé à 5 millions de télétravailleurs, avec, comme le disait Cuyenne à l'instant, des différences territoriales très importantes, puisque on a comparé l'Île-de-France et la Normandie, d'où vous parle Cuyenne, et on avait 41% des actifs en Île-de-France, mais bien sûr, c'est un territoire aussi qui concentre beaucoup de sièges sociaux, donc beaucoup d'activités tertiaires, contre 11% en Normandie. Et puis, puisqu'on parle d'inégalité, on avait 57% des cadres qui ont pu conserver leur travail ou l'exercer en télétravail, alors que les métiers non qualifiés ont dû soit continuer à exercer leur métier en présentiel avec le risque évidemment de contagion, ou, et on le sait, on a énormément d'annonces en ce moment sur la fracture sociale qui s'agrandit en ce moment en France, on a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. En avril 2020, toujours pendant le confinement, on avait 76% des Français qui souhaitaient que le télétravail se développe à l'avenir. On avait plutôt une opinion favorable. On a même un questionnaire qui a été mené par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui donnait le chiffre de 88% de personnes qui avaient répondu au questionnaire. Donc, il y a un biais, il faut aussi avoir répondu au questionnaire pour entrer dans les chiffres. 88% des personnes qui souhaitaient poursuivre le télétravail. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ça a un petit peu diminué, cet engouement pour le télétravail. Pourquoi ? Parce que finalement, au bout de 2 mois, on pouvait être très satisfait. Dans le long terme, les gens sont un peu plus nuancés, on va dire, sur le bienfait de ces nouvelles formes d'organisation du travail. En tous les cas, les directeurs de ressources humaines, eux, le mois dernier, étaient 82% à envisager d'augmenter le nombre d'emplois éligibles au télétravail. C'est dire qu'aujourd'hui, fleurissent dans les entreprises les chartes, les accords sur le télétravail, et je pense que vous êtes nombreux à être concernés aujourd'hui par des propositions d'employeurs qui veulent effectivement augmenter sensiblement le nombre de personnes qui étaient auparavant éligibles au télétravail, d'où l'importance aujourd'hui de vous sensibiliser au risque qu'induit cette forme d'activité. Je repasse la parole à Cuyenne.
Oui, donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur les risques qui nous préoccupent ce matin, on a juste voulu revenir avec vous, mais alors rapidement, sur la définition qu'on est donnée dans le Code du travail, dans l'article L 1222-9. Voilà, donc je la lis avec vous. Le télétravail désigne alors toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué du coup par un salarié hors de ces locaux du bureau de façon volontaire. On insistera sur cette notion de volontariat en utilisant ce qu'on a dit tout à l'heure, les technologies de l'information et de la communication. Donc, voilà. Donc, on comprend bien que l'intervention, par exemple, d'un technicien chez le client ne relève pas du télétravail. Et comme on l'a dit tout à l'heure, et on reviendra là-dessus, sur la notion de volontariat, de double volontariat, à la fois du salarié et de l'employeur. Et puis, évidemment, on parle des outils. Là aussi, on aura l'occasion de revenir, mise à disposition des outils qui soient adaptés à cette organisation du travail. Alors maintenant, on peut aussi évoquer les lieux qui sont du télétravail qui peut être variés. Alors, il faut savoir que le Code du travail, lui, ne limite pas les lieux possibles au télétravail. Donc, ça peut être, pour le moment, de façon diverse. Alors, évidemment, priorité au domicile du salarié. On verra que ça ne pose, c'est pas sans poser de problème. Ou alors en bureau déporté, soit dans la même entreprise ou dans les administrations, ou aussi chez des partenaires de l'entreprise ou de l'administration. Ce qui fait aussi, ce qui est très en vogue en ce moment, c'est des tiers-lieux, les modèles de télécentres, des centres d'affaires ou des centres communaux avec une offre de services de connexion. On a vraiment comment dire, un environnement de travail qui soit adapté pour le télétravail. Les espaces de coworking qu'on entend souvent parler dans les médias, ça rassemble des professionnels de même activité en général ou diverses activités. Voilà, on met ensemble, on met en commun des moyens pour télétravailler, pour travailler à distance. Et puis aussi, il faut le considérer comme un espace de travail, de télétravail possible, ce qu'on appelle les lieux intermédiaires pour des salariés nomades, alors souvent dans les gares, dans les trains, parfois dans l'avion, dans les aéroports, voire dans les hôtels. Vraiment, c'est des lieux en dehors des bureaux. Vraiment, ce sont des lieux variés dans lesquels on peut justement réaliser les tâches qu'on aurait pu faire dans ses propres bureaux. L'encadrement du télétravail. Alors, que dit le Code du travail? Le Code du travail dit que le télétravail peut être mis en place dans le cadre d'un accord collectif, donc négocié évidemment entre les organisations syndicales et les employeurs, mais qu'à défaut d'un accord, il peut y avoir une charte élaborée par l'employeur, on appelle ça une charte unilatérale, qui néanmoins va être soumise à l'avis du CSE ou du CHSCT pour ceux qui sont dans la fonction publique territoriale et qui ne sont pas encore en CSE. Donc, ça déclenche, la charte unilatérale de l'employeur, elle va déclencher un processus d'information-consultation du CSE qui rendra un avis étayé sur ce que propose l'employeur. En l'absence d'accord ou de charte, le Code du travail, et notamment depuis les ordonnances de 2017, permet aussi que lorsqu'un salarié et l'employeur conviennent de manière bilatérale de recourir au télétravail, ils peuvent formaliser un accord de gré à gré, par tout moyen. Aucun avenant au contrat de travail n'est nécessaire. Ça peut se faire sous simple forme d'échange de mails, voire même d'échange verbal. Ce qui, du coup, comme vous le voyez, permet du coup d'être pour vous, les représentants du personnel, d'être un petit peu moins au courant, vigilant et associé à la mise en place de ces formes nouvelles. Quand il y a un accord collectif ou à défaut une charte, en tous les cas, cet écrit doit prendre en compte les conditions de passage en télétravail, c'est-à-dire qui passe en télétravail, on appelle ça les salariés qui sont éligibles au télétravail, à quel moment,
les modalités d'acceptation par le salarié, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation par le management, très important, hein, puisque vous savez qu'on ne pointe plus tout à fait de la même manière, hein, que quand on est en présentiel. Il y a des modalités de contrôle du temps de travail qui peuvent se faire justement par le biais de logiciels qui sont directement implantés dans le matériel du télétravailleur et qui peuvent poser un certain nombre de problèmes dont nous allons parler après, hein, d'intrusion, etc. La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié et celles où il ne peut pas, le droit à la déconnexion, autrement dit. Et puis, les modalités d'accès des travailleurs reconnus handicapés, puisque il y a un article du Code du travail qui porte précisément sur la situation de handicap et l'accès au télétravail qui doit être, bien sûr, on le comprend, encouragé. Alors, on va aller rapidement, hein, sur ces aspects légaux parce que ce n'est pas le cœur de sujet de notre matinée et vous avez aussi possibilité de retrouver, comme vous le disait Mathieu tout à l'heure, énormément d'éléments sur notre site Syndex et d'autres sites officiels et fiables, hein, où tout cela est bien consigné. Il faut juste savoir que le télétravailleur a les mêmes droits que tout salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, que s'il a un accident du travail, enfin un accident à son domicile et que justement il est bien considéré en télétravail, eh bien ce sera bien un accident du travail. Ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que si un employeur refuse d'accorder le télétravail à un salarié qui pourtant est éligible dans l'accord ou dans la charte, et qui fait la demande, si l'employeur le refuse, il doit motiver sa réponse. De l'autre côté, si un travailleur refuse d'accepter un poste de télétravail, ce n'est pas un motif de rupture de contrat de travail. Ça ne le met pas en difficulté. Cuyenne vous disait tout à l'heure, il faut que le télétravail réponde à un double engagement, une double volonté. C'est un critère incontournable du télétravail. S'il n'y a pas la double volonté employeur et salarié, ça ne peut pas se mettre en place, sauf, on va le voir, en temps de crise sanitaire, mais ça c'est c'est très exceptionnel. De la même manière, il faut que ce soit toujours réversible. C'est-à-dire qu'on peut revenir à du présentiel si le télétravail ne convient pas. Alors, sauf tout cela étant dit, sauf bien sûr lorsqu'on est dans le cadre d'une épidémie, et là on est même dans le cadre malheureusement d'une pandémie exceptionnelle qui du coup balaye tout ce qu'on vient de dire parce que ça permet d'imposer le télétravail aux salariés sans son accord et de manière absolument imposée. Voilà, puisque là, quand on était en période de confinement au printemps, on était dans un état d'urgence sanitaire. Et quand on est en état d'urgence sanitaire, finalement, vous l'avez vu, ça dérégule énormément de choses. Et on a vu que beaucoup d'éléments du Code du travail pouvaient finalement être un peu dérégulés, libérés du fait de cette crise sanitaire. Pour résumer, le socle, c'est l'accord collectif, c'est la négociation. Si vous ne pouvez pas entrer dans ce dispositif-là d'accord, parce que c'est pas, voilà, il n'y a pas d'organisation syndicale qui accepte de négocier ou que l'employeur ne l'ouvre pas, eh bien, en l'absence, c'est une charte unilatérale de l'employeur, mais qui requiert l'avis du CSE, très important. Vous devez exiger d'être informé et consulté sur cette charte. Et s'il n'y a pas ni d'accord ni de charte, alors accord entre salariés et employeurs formalisé par tout moyen. Entrons dans le cœur du sujet et de notre campagne sur les risques psychosociaux. Excusez-nous pour l'acronyme RPS, mais je crois qu'aujourd'hui, il est quand même connu de tous. Alors, on va reprendre un schéma qu'on utilise de manière très classique dans notre société, à Syndex, qui montre comment on peut aborder cette question des risques psychosociaux. On va l'aborder par ce qui apparaît, ce qui se voit, ce dont on va souvent parler,
notamment lors des séances du CSE ou du CHSCT. Hein. Vous allez faire la remarque, ou le médecin du travail fera la remarque, que dans votre entreprise, par exemple, il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, qu'il y a des conduites addictives, qu'il y a de l'épuisement professionnel, qu'il y a des facteurs, des signes de dépression, d'anxiété, que ça peut même conduire à des maladies cardiovasculaires. Là, on va être dans ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. C'est souvent ce que vous observez, ce que l'on vous dit lorsque, dans votre entreprise, eh bien, il y a ce type de phénomène. Hein. Ça peut être aussi de la fatigue excessive. Alors, ce qui est important, c'est que vous alliez tout de suite comprendre pourquoi il y a ces phénomènes-là, hein, et aller chercher justement ce qui fait risque psychosocial et qui conduit à ces phénomènes de troubles psychosociaux. Et donc, vous alliez regarder, vous, représentant du personnel, et que vous incitiez les employeurs à le faire, qu'est-ce qui se passe en termes de dégradation de conditions de travail? Qu'est-ce qui se passe en termes de stress chronique la plupart du temps, c'est-à-dire du stress répété, on va dire. Est-ce qu'il y a des violences internes? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'isolement? Ça, c'est tout de suite ce qu'il faut aller chercher quand on vous a parlé de troubles psychosociaux. Et quand vous êtes allé chercher ça, quand vous êtes allé regarder s'il y avait des violences, du stress chronique, des raisons d'avoir ces phénomènes-là, eh bien, ensuite, il va falloir que vous ayez le réflexe de classer par origine ce qui va conduire à ces dégradations des conditions de travail. Et aller chercher, si possible, dans 6 catégories d'origine de risque, de facteurs de risque, que nous allons vous développer là dans les diapos qui vont suivre, à savoir qu'est-ce qui relève de l'intensité, de la complexité du travail dans votre entreprise, dans ce service où vous avez vu que s'exprimaient des troubles psychosociaux. Qu'est-ce qui relève de l'intensité, de la complexité du travail? Qu'est-ce qui relève des exigences émotionnelles qui deviennent trop fortes? De l'insuffisance d'autonomie dans le travail? Qu'est-ce qui fait que des rapports sociaux sont dégradés, des relations de travail sont dégradées? Est-ce qu'il y a des conflits de valeurs? Est-ce qu'il y a de l'insécurité professionnelle? Ne vous inquiétez pas, ce sont des mots un peu compliqués, un peu difficiles d'approche, mais on va justement tout de suite les décliner et regarder justement, on va parler à 2 voix dans les diapos qui vont arriver, on va regarder justement qu'est-ce qui définit l'intensité, par exemple, et la complexité du travail, et qu'est-ce qui, dans le télétravail, va relever de l'intensité et de la complexité du travail. Donc, c'est parti. Nous allons donc revenir à toutes les causes et origines des risques psychosociaux pour justement vous inciter à aller explorer ces causes, explorer ces origines pour mettre en alerte, on va dire, ou mettre en garde vos employeurs qui sont en ce moment très enclins à développer le télétravail et à actionner, on va dire, quelques signaux pour éviter que justement ce télétravail se traduise, comme vous le voyez sur ces photos, par des troubles psychosociaux. Oui, alors il faut quand même rappeler qu'avant de parler de tous ces troubles psychosociaux, bon, c'est quand même bon de rappeler que le télétravail présente quand même des intérêts qui sont reconnus et plébiscités même, parfois souvent par les salariés. On l'a dit tout à l'heure, ça permet une conciliation, une meilleure conciliation entre les rythmes professionnels et puis les rythmes familiaux. Ça donne aussi une plus grande autonomie dans la gestion du temps et des tâches. Et là aussi, on est vraiment parfois maître, dans de bonnes conditions, maître de son temps lorsqu'on est en télétravail. Ça permet aussi, dans de bonnes conditions, une meilleure concentration. Ça a été aussi plébiscité dans les différents sondages qui sont remontés. Voilà, on est moins interrompu ou dérangé lorsqu'on est au bureau par les collègues, par exemple.
hein. Et puis, ça permet aussi de réduire les temps et les coûts de transport, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et aussi, il y a des intérêts pour les employeurs. Ça peut être une économie des espaces, des surfaces, de locaux. On aura l'occasion de peut-être parler du développement du flex-office, de ces conditions, des réductions des frais de transport et puis celui d'hébergement. Exemple, voilà, il y aura peut-être moins de frais d'hôtellerie du fait des réductions des déplacements des salariés. Mais quand même, il faut le dire, c'est que plusieurs études ont montré que le télétravail pratiqué de façon intense sur des durées très longues et puis dans de mauvaises conditions, bref, s'il est désorganisé en amont, il peut être source, et là on verra par la suite, de risques professionnels et puis évidemment exposer les télétravailleurs en termes de santé physique et aussi mentale. Voilà. Donc, avant de rentrer dans les vifs du sujet, c'est juste pour rappeler les origines des risques psychosociaux qui sont classés en 6 catégories. Pour rappel, vous l'avez certainement entendu parler, c'est une classification qui découle du rapport dit Golac, qui a été demandé il y a quelques années. Et puis, dans ce rapport, maintenant, ça fait presque l'unanimité. 6 catégories ont été recensées. Donc, la première, c'est l'intensité, la complicité et le temps de travail. Le deuxième, c'est les rapports sociaux et les relations de travail dégradées. Alors, on verra que ce critère, c'est vraiment un critère qui a été manifeste et visible dans le cadre du télétravail, avec un risque de délitement des collectifs de travail. Le troisième, l'exigence émotionnelle. Après, le manque d'autonomie, de marge de manœuvre. Ça peut être paradoxal dans le cadre du télétravail. Il peut aussi survenir des conflits de valeurs, de la qualité empêchée, lorsque, évidemment, on n'a pas les moyens nécessaires pour réaliser un travail de qualité. Et puis aussi, surtout dans le contexte de la pandémie, ça peut dire aussi un sentiment d'insécurité de l'emploi et de son métier. Voilà. Donc, je vous propose maintenant qu'on rentre dans les vifs du sujet lorsqu'on parle des risques psychosociaux dans le cadre du télétravail. Alors, le premier point, la première catégorie, c'est l'intensité. La densité, la complexité et le temps de travail atypique ou accru. L'intensité, on comprend bien ce que c'est. Là, on touche vraiment la charge de travail, le volume qui est demandé. La complexité, évidemment, c'est là, on aura plus tendance à penser à la masse d'informations à traiter, par exemple. Donc, voilà, ce que vous avez mis en affichage, ça se caractérise par des rythmes contraints. On est soumis, par exemple, à une cadence, des objectifs qui manquent de clarté ou carrément inatteignables, ce qui amène une surcharge de travail, une forte complexité, je l'ai dit, par exemple, sur le plan mental et cognitif, on a trop d'informations à traiter et en même temps, et de façon variée. Voilà. Et ce qui peut amener à avoir un volume d'horaires élevé, des horaires atypiques, on a des horaires décalés. On verra donc, dans le cadre du télétravail, ça peut vite glisser tard le soir ou le week-end. Voilà, donc un travail qui déborde aussi là, du coup, sur la sphère personnelle. Alors, le télétravail, dans tout ça, eh bien, évidemment, par le biais des outils numériques, les salves de mails, les groupes d'échange, vous savez, sur WhatsApp, Telegram, etc., on va être dans un processus d'hyper-sollicitation, d'hyper-connexion qui génère de la charge, ce qu'on appelle de la charge cognitive, et donc effectivement une intensité, une densité et une complexité du travail. On va être beaucoup plus interrompu, on va avoir ce fameux débordement de la vie professionnelle sur les temps de vie personnelle. Vous avez tous vécu, j'imagine, l'enchaînement des visioconférences qui sont vraiment source d'épuisement. On appelle ça le Zoom burnout. C'est un nouveau terme à la mode. Grosso modo, on va parler de surcharge informationnelle. À travers nos écrans, on a
une multiplicité d'informations qui arrivent, qui s'entrecoupent, ont beaucoup de fragmentation des tâches qui se surajoutent, hein, et qui font que les télétravailleurs expriment clairement leur fatigabilité, parfois même leur épuisement lié à cette surcharge cognitive, à cette intensification du travail. Alors ça, c'est encore accéléré par les difficultés que l'on peut rencontrer dans le quotidien en termes de connexion, hein, on va dire de bonnes ou mauvaises connexions et de bonnes ou moins bonnes habitudes à manier ces outils, hein, formation à l'utilisation de ces outils. Passons à la deuxième famille de facteurs de risque. Oui, alors c'est le manque d'autonomie, hein, et de marge de manœuvre. Hein. Donc, c'est l'incapacité, hein, à décider seul, hein, donc la manière de réaliser ces tâches. Hein. Voilà, on est tributaire, hein, de collègues, hein, ou de moyens techniques, hein, de process, voilà, des consignes ou des procédures à suivre. Aussi, c'est l'impossibilité, hein, de faire varier les délais qui sont préfixés. Hein. Il n'est pas possible d'interrompre son travail. On est obligé, hein, de suivre, hein, le rythme qui est imposé. Hein. Donc, difficile aussi de choisir ces moments de pause. Le manque d'autonomie aussi, ça peut se manifester par une sous-utilisation de ses compétences, hein, et le fait de ne pas pouvoir les développer. Hein. Voilà, c'est standardisé, on est obligé d'appliquer une checklist, hein, malheureusement. Voilà. Et puis, ça se manifeste aussi par l'impossibilité, hein, de prévoir ou d'anticiper son travail. Hein. Il y a un flou total, on est complètement dépendant, hein, de ce qui arrive sur le moment. Voilà. Donc, moi, alors, par rapport aux conditions de télétravail, eh bien, on n'est pas toujours en mesure de choisir ses outils, de choisir ses méthodes de travail. Hein. Il y a une forte dépendance à la technologie. Hein. On vous demande tout à coup, alors que vous étiez peut-être encore un peu avec du papier crayon, avec du post-it, des tas de choses comme ça, tout à coup, eh bien, voilà, vous ne pouvez pas les déposer un post-it dans le bureau de votre collègue. Il va falloir avoir des documents partagés. Hein. Ça, ce sont des choses qui sont souvent assez compliquées à manier. Hein. Les documents partagés qui écrasent les versions précédentes au fur et à mesure, on en a tous fait les frais quelque part, parce que ça peut conduire parfois à des erreurs et du coup, on le verra, hein, à des incompréhensions, voire des conflits avec les collègues parce que, ah zut, on a fait une bêtise et là, tout le monde le sait, on ne peut pas la camoufler. Donc, beaucoup moins de marge de manœuvre quand on utilise les nouvelles technologies qui sont vraiment très, très contraintes. On sait aussi que pour certains métiers, notamment tous les métiers qui sont en contact avec le public finalement, hein, que ce soit quand on est commercial, quand on est enseignant ou formateur, ou quand on travaille dans le médico-social, hein, il arrive, hein, que des éducateurs, par exemple, au moment du confinement, aient dû, par exemple, réaliser le suivi des bénéficiaires par le biais uniquement de contacts téléphoniques. Bon, on peut comprendre, hein, pour des raisons évidemment d'épidémie, mais si vous voulez, là, dans ces moments-là, il y a des savoir-faire, il y a des astuces de métier qu'on ne peut vraiment plus du tout exercer. Un commercial qui, d'habitude, vient parler à ses clients, montrer ses produits, etc., imaginez bien que derrière un écran ou pire encore un téléphone, il ne va plus du tout pouvoir réaliser son travail comme d'habitude. Et ça, c'est vraiment un manque d'autonomie, un manque de marge de manœuvre qui conduit à un processus de risque psychosocial important. Passons au troisième facteur. Oui, alors les exigences, hein, émotionnelles. Hein. Donc, voilà, il faut savoir qu'au cours de toute activité, un salarié, un travailleur, ben, eh bien, il peut être confronté à des situations difficiles à gérer émotionnellement. Hein. Donc, alors, vous connaissez tous, hein, peut-être, hein, ces situations où on doit, hein, cacher ses propres émotions. On doit rester calme devant un client, par exemple. On doit réprimer un sentiment de peur, hein, pour ne pas générer un sentiment de panique ou maintenir une posture professionnelle, hein, même, hein, face à la souffrance d'autrui. Je pense particulièrement aux soignants en ce moment. Voilà. Il faut
devoir garder une posture professionnelle en toutes circonstances. Vraiment maîtriser ses émotions, vraiment en toutes circonstances, ce qui n'est pas toujours facile. Le télétravail va modifier la nature des relations entre collègues ou entre salariés et leur encadrement. On va évidemment, ça va de soi, on ne va pas du tout s'exprimer de la même manière par mail. Vous le savez d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure d'accords, de chartes, c'est très important de donner quelques règles fondamentales quand on procède à des discussions chat ou mail dans les entreprises. Vous connaissez tous ces mails écrits en rouge, écrits en majuscules, avec 14 points d'exclamation. C'est très violent. C'est très violent et ça, c'est très important de le réguler, de le régler, ce genre de choses, parce que les exigences émotionnelles en télétravail peuvent justement être accrues à cause de ces modes de communication qui n'ont plus de filtre. Dans les exigences émotionnelles, le télétravail conduit aussi souvent à un surengagement des télétravailleurs, à cause d'un sentiment qu'on a bien observé, qui serait un sentiment de culpabilisation. Je suis chez moi, je télétravaille, je sais que dans mon entreprise, il y a des gens qui sont sur le terrain. J'ai une forme de culpabilisation. Et du coup, il y a un surinvestissement du télétravailleur. Il y a aussi le fait que je suis en télétravail, je me suis autorisée peut-être à aller passer un coup l'aspirateur à 10 heures parce que voilà. Et ça me toquait, ça ne s'est pas vu, mais je vais surcompenser peut-être parce qu'en moi-même, je suis très gênée de ce que j'ai fait. Ça rend aussi beaucoup plus difficile le télétravail, l'accompagnement, l'animation des équipes par l'encadrement, par les managers. Et du coup, ça rend beaucoup plus complexe les formes de soutien managérial, qui malheureusement, les enquêtes qui ont été faites par différents organismes ou par différents CSE que nous avons pu suivre ont montré que souvent les télétravailleurs manquaient de ce soutien social de la part de leur encadrement, qui du coup était assez absent. Alors, on avait aussi l'effet inverse de l'encadrement ultra présent et justement intrusif. Mais voilà, c'est vrai que sur la question de l'encadrement, du management, de l'animation des équipes, le télétravail perturbe complètement ce processus et il faut trouver de nouvelles formes adaptées, ni trop, on va dire, absentes, ni trop surajoutées. Le télétravail freine la possibilité de s'exprimer sur ses difficultés. On s'auto-censure aussi parce qu'on a un petit peu honte, selon son âge. Moi, je suis bien placée pour vous le dire. On est certainement, nous, les plus de 50 ans, bien moins rodés à l'utilisation de nouvelles technologies. Et on se sent parfois gêné de le dire, de l'exprimer en public, que toutes ces visios, tous ces dossiers qui nous arrivent de tous les côtés et qui sont un peu compliqués parfois à appréhender, nous mettent mal. Donc, beaucoup d'exigences émotionnelles. On a aussi, dans les exigences émotionnelles, les clients, le public, qui n'ont pas du tout les mêmes manières de répondre quand ils sont interpellés par téléphone ou par visioconférence. Et on a vu pour justement des personnes qui ont des activités commerciales, de relations avec le public, quand elles téléphonent à leurs clients ou à des usagers, se prendre de l'agressivité beaucoup plus importante que quand elles sont, on va dire, en face à face. Donc, on va aller un peu plus vite, là, parce que je vois que tout le chronomètre tourne. Donc, une autre catégorie de risques psychosociaux, déjà en temps normal, on le voit de plus en plus, c'est le conflit de valeurs et puis la qualité empêchée. On voit bien que malheureusement, de plus en plus, en temps normal et dans nos expériences, dans nos expertises, on entend de la part des salariés une absence ou la perte de sens au travail, le sentiment de faire un travail inutile,
hein. On cherche encore une signification, hein, des objectifs qui sont assignés. Parfois, malheureusement aussi, on est amené, hein, à faire des choses, hein, qu'on désapprouve totalement. Et puis, ça aussi, c'est une source de souffrance, hein, qu'on a entendu, c'est ce qu'on appelle la qualité empêchée. On n'arrive pas à produire un travail de qualité selon nos propres critères de qualité ou ce qu'on appelle de l'art, hein. Du coup, tout ceci peut amener la monotonie, hein, dans son travail et puis, au fil du temps, de la démotivation individuelle, voire collective, hein. Alors, dans le cadre de la situation de télétravail, Pour certains, oups, pardon, c'est allé trop vite. Pour certains métiers, on l'a dit, hein, dans le social, dans le commercial, l'éducation, la formation, voilà, travailler à distance engendre un mal-être. On a l'impression de ne pas pouvoir réaliser son travail comme on le voudrait, hein. On n'est pas formé à la base, quand on est travailleur social, à être en télétravail, hein, ou quand on est professeur, hein, d'animer des classes en visio, c'est quand même une frustration, une grosse frustration. Et donc un conflit de valeurs et ce qu'on appelle une qualité du travail empêchée. Ce qui est aussi à repérer dans vos entreprises, c'est ce qui va se passer pour les salariés qui sont nouvellement arrivés dans les entreprises. Et je pense aussi fortement à ces jeunes personnes qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation. Ils arrivent dans vos boîtes et ben voilà, les voilà avec des gens qui sont en télétravail, peut-être eux aussi en télétravail. Comment ça se passe pour eux, finalement, pour tous ces apprentissages? Ils vont être vraiment très empêchés d'apprendre correctement un métier par ces moyens qui sont très, on va dire, désindividualisés. Et donc ça contribue, hein, à ces difficultés, à ces conflits de valeurs. Alors, pour les jeunes qui arrivent dans les entreprises et puis pour leurs tuteurs qui sont extrêmement frustrés de ne pas pouvoir leur donner justement le tutorat nécessaire, naturel, qui se ferait en présentiel. Donc voilà, c'est souvent des facteurs de source de stress, d'être toujours obligé de se censurer parce qu'on est en télétravail et qu'on ne peut pas faire la même chose que si on était directement en lien avec les personnes, en lien direct. Passons aux rapports sociaux dégradés. oui, alors maintenant, effectivement, dans les rapports sociaux dégradés, et effectivement, on aura l'occasion d'en parler après, c'est vraiment un des facteurs, hein, les plus manifestes, hein, dans le cadre du télétravail. Mais juste pour rappeler, hein, ce que c'est les difficultés rencontrées dans la relation avec les collègues, hein, ou aussi avec son manager, hein, des ruptures au sein des collectifs de travail, hein, des groupes avec mes collègues, des groupes de travail, ce qui peut amener des situations d'isolement. Je me retrouve seul, hein, devant des problèmes et je n'arrive pas à avoir de soutien, ni de la part de mes collègues, ni de la part de mon supérieur hiérarchique, alors pour différentes raisons. Du coup, ça peut aussi amener un dialogue social dégradé, voire très dégradé, hein. Donc, on se retrouve vraiment isolé, hein, en tant que travailleur et particulièrement encore plus dans le cadre du télétravail. Le télétravail peut accroître l'isolement avec des formes d'information et de communication très impersonnelles, beaucoup moins riches que si l'on va taper à la porte du bureau d'à côté, évidemment, hein. Ça peut nous laisser seuls face à des problèmes où finalement on ne peut pas de la même manière aller trouver son manager, aller trouver son collaborateur aussi vite que si l'on était tout proche. Ça augmente, on l'a dit déjà, hein, la capacité des managers à animer leurs équipes, à les encadrer. Ça confronte le télétravailleur à une forme d'agressivité de clients, voire même de collègues, je vous l'ai dit, hein, par rapport à des mails, à des petits messages très vite, trop vite tapés sur le WhatsApp, ou voilà, hein, on peut faire des bourdes et elles sont irrécupérables. Et peut à terme conduire finalement à un délitement de l'esprit d'équipe, de ce qu'on appelle les collectifs de travail, qui sont facteurs de santé, hein. En santé au travail, on dit que
l'équipe, le collectif de travail, c'est souvent ça qui permet de tenir quand le travail est difficile, hein, quand la charge est importante. C'est parce qu'on peut s'entraider, c'est parce qu'on a des petits moments justement de convivialité, etc. Tout ça est perdu en télétravail et donc ça peut conduire à terme à de la démobilisation, de la démotivation collective. Bon, on noircit, hein, c'est pas enfin, c'est pas automatique, on va dire, hein. Mais en tout cas, vous qui êtes les représentants du personnel, vous devez être vigilants à cela, hein. On va dire que 100%, ça ne se manifeste pas de cette manière aussi dramatique que ce qu'on vous montre, mais ça peut. Donc, dans la mesure où il y a un risque, il faut le prendre en charge, il faut le prendre en compte. Voilà, enfin bon, voilà. Le dernier facteur des RPS, selon le rapport Golax, c'est l'insécurité de l'emploi, du métier, et puis l'insécurité organisationnelle. Alors on comprend bien, surtout en ce moment, dans le contexte sanitaire et puis économique difficile, il y a un sentiment d'insécurité pour son emploi, la précarité aussi d'un contrat, le retard dans les versements de salaire, ça se voit. Et puis, évidemment, la peur, la crainte de perdre son emploi. Et puis aussi, au travers de ce sentiment d'insécurité, c'est l'insécurité du métier. Avec tous les changements technologiques, par exemple, voilà, il y a un sentiment qu'on ne peut pas ou qu'on n'arrive pas à tout maîtriser, du fait de l'âge, peut-être, comme l'a dit Anne, et puis aussi un manque de soutien dans l'accompagnement de la maîtrise de ces outils technologiques, par exemple. Donc, évidemment, dans le télétravail, tous ces facteurs peuvent être accentués. Exactement, hein. Tout ça est accentué parce qu'on a une gestion seule de son organisation, de l'évaluation de l'atteinte de ses objectifs. On n'a pas ces reportings, alors on en a de manière virtuelle, mais on n'a pas le petit encouragement, le sourire. On perd ses repères, on perd vraiment les repères habituels de la conversation et de la proximité. Bien sûr, on peut être confronté à la peur de l'échec en raison de ses difficultés à apprendre les nouveaux outils numériques. Et puis, on manque d'informations. Donc, on est très incertain sur l'avenir ça peut être de son service, de ses collègues, enfin, savoir s'ils vont bien, etc. Et puis aussi, bien sûr, comme l'a dit Cuyenne, on est dans une période où le contexte socio-économique est très, très, très préoccupant. Et si on n'a pas justement les indicateurs qui nous permettent d'être rassurés, on peut être extrêmement insécurisé tout seul chez soi, finalement, à travailler sans savoir si la boîte va bien ou pas. Voilà, donc effectivement, de tous ces risques qu'on vient de vous énumérer, et puis on l'a dit, le télétravail qui est réalisé de façon soutenue, permanente et surtout dans des mauvaises conditions, ça peut produire, ça peut conduire à ce qu'on appelle, nous, un risque d'épuisement professionnel. Alors, dit autrement, ça peut être aussi un risque de burn-out, mais nous, on préfère le terme d'épuisement professionnel. Alors, différents facteurs vont concourir à ce risque. En premier, ça concerne... Pardon, excusez-moi, monsieur. Je suis en train de répondre au chat et du coup, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas que je fasse deux choses en même temps. Effectivement, alors comme a dit Anne, et on l'a rappelé tout à l'heure, une charge de travail continue et permanente. Vous comprenez bien que si on est soumis à cette charge de travail de façon constante, voilà, il y a une pression permanente. Il y a, deuxièmement, on peut aussi faire face à un management qui est inadapté. Il peut être une sursollicitation ou même parfois le contraire, un manque de présence, ou alors un surcontrôle. Donc voilà, et un manque d'animation dans l'équipe. On peut aussi faire un collectif moins protecteur. On peut aussi faire face à un manque de moyens vu les objectifs. Je ne sais pas, un matériel qui serait pas ergonomique, on n'a pas un espace dédié pour faire le travail au domicile. Donc, ces quatre facteurs, ça peut être aggravé par-dessus par un surengagement du télétravailleur. Comme l'a dit tout à l'heure Anne, qui peut être confronté à un sentiment d'auto-culpabilité et se sentir obligé d'en faire plus pour prouver la confiance
entre guillemets, qui leur a été accordé par son management pour faire le télétravail, ou aussi pour prouver à soi-même qu'on peut y arriver seul, chez soi, avec les outils dont on dispose. Donc, tout ceci, tous ces facteurs, ça peut amener à terme à de l'isolement, à des tensions, des conflits avec ses collègues. Donc, voilà, il y a un stress chronique qui va s'installer au fil du temps, avec l'apparition de douleurs physiques. Il y a des études qui ont démontré qu'effectivement, il y a des douleurs de lombalgie qui sont déclarées du fait de télétravailler dans de mauvaises conditions. Et puis, et, si je peux me permettre, c'est vrai que les douleurs physiques, elles arrivent souvent parce qu'on a à la fois tout ce que vient de dire Cuyenne, et en plus, on a du matériel qui est absolument inadapté. On travaille sur sa table de cuisine avec un petit ordinateur portable, et ça conduit aussi à ces cervicalgies, à ces douleurs dans les épaules, etc. Mais c'est aggravé par ces facteurs de risque psychosociaux. On a vraiment une conjugaison de tout ça, et ça crée énormément. Les kinés, en ce moment, reçoivent énormément de télétravailleurs qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc, et puis, à terme, ça peut conduire aussi à l'épuisement professionnel. Peut-être qu'on va passer cette diapo, Cuyenne, parce que le temps passe énormément. Vous allez recevoir le diaporama. Voilà, c'est vraiment une conclusion de tout ce qu'on vous a dit. Il faut absolument qu'on passe aux outils pour les représentants du personnel. Je pense que c'est ce que vous attendez aussi, maintenant qu'on vous a brossé le tableau. Donc, le rôle des représentants des salariés en situation de télétravail, c'est compliqué pour vous d'aller, comme d'habitude, rencontrer vos collègues, puisque de fait, ils sont peu là. Donc, il va falloir essayer de mobiliser des astuces pour pouvoir, malgré tout, leur montrer que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous souciez de leur santé, et que vous allez chercher des informations auprès d'eux. Alors, pour recueillir des informations, vous pouvez, malgré tout, les solliciter en entretien téléphonique, ou quand ils sont sur place, puisque, bon, on espère ne pas se retrouver reconfinés. Aujourd'hui, on est plutôt sur des modalités où il y a encore, c'est du télétravail, 2 jours, 2 jours et demi par semaine. Donc, il y a encore des moments où vous pouvez voir les gens sur place. Faire des petits questionnaires ou des enquêtes flash, ça marche très bien. Il faut bien les penser avec les questions qui vont bien et qui sont justement issues de tout ce qu'on vient de vous présenter, pour savoir comment ça se passe pour les télétravailleurs, comment ils se sentent. Cuyenne, je te laisse redire. Oui. Alors, une des premières mesures, mais ça tombe sous le bon sens, c'est limiter les fréquences du télétravail. Alors, ce que vient de dire Anne, pour nous, la meilleure fréquence, c'est 2, maximum 3 jours par semaine, mais surtout pas à 100% en termes de télétravail. Avec, dans la mesure du possible, au moins une journée où on se retrouverait tous en équipe. Deuxième piste, c'est évidemment de mettre à disposition un matériel, et puis dans la mesure du possible, un environnement de travail qui respecte les principes ergonomiques. Voilà. Et enfin, troisième élément, c'est aussi, et on le rencontre et on l'a entendu, c'est que des difficultés face avec l'utilisation des technologies, c'est proposer, vas-y Anne, passe le troisième, des formations aux outils numériques. Parce que c'est une vraie difficulté. La preuve, on est tous là à utiliser Zoom, Teams, et ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut vite se sentir démuni et puis accentuer ce sentiment d'isolement. Enfin, surtout aussi, c'est adapter le contenu de la charge de travail. Là aussi, il y a un rôle du management, ça va bien évaluer en concertation, évidemment, avec son équipe pour anticiper, planifier la charge de travail sur la semaine. Il y a une nécessité de clarification sur les objectifs qui sont demandés. Donc, il y a des points réguliers à faire avec son manager, j'ai dit bien de façon régulière. Donc là aussi, le manager a un rôle primordial. Il faut qu'il sache animer, motiver son équipe. Voilà. Et puis, il y a peut-être 2 outils aussi à mettre en place. Quand on dit qu'il faut adapter la charge de travail, il y a des outils à mettre en place, et justement pour réduire cette charge de travail. Et là, évidemment, je pense aussi au droit à la déconnexion. Il y a des outils qui peuvent être mis en place. Exemple, c'est refuser l'accès au serveur selon des horaires. Voilà.
Alors, quand je dis droit à déconnexion, c'est aussi devoir à la déconnexion de la part des salariés. Autre point important, et là, vous l'aurez tous retenu, c'est vraiment, vraiment maintenir des liens dans le collectif de travail. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des réunions téléphoniques régulières ou en visioconférence. Alors, certains diront que ça va augmenter encore le temps passé devant l'écran. Mais en tout cas, établir des rituels. Il y a certaines équipes, ils se disent voilà, bonjour, entre guillemets, à distance, de façon virtuelle, tous les matins, à distance. Mais c'est un rite, au moins, pour maintenir ce collectif. Voilà. On peut faire des petites réunions café, par exemple, à l'heure de pause traditionnelle en entreprise, via Teams ou Zoom. C'est un petit café où on se donne des nouvelles, on montre on montre sa binette et puis ça recrée des liens, on va dire. Et puis, pour finir rapidement, c'est aussi inciter les collègues, les salariés, vraiment à délimiter de façon nette et précise la sphère professionnelle et la sphère privée, surtout si le télétravail s'effectue au domicile. Ce qui n'est pas toujours facile. On a toujours le téléphone, le téléphone qui est allumé, et on l'a quasiment en permanence sur soi. Donc, il faut savoir mettre des barrières, des limites entre ce qui est demandé par l'entreprise et puis aussi préserver la cellule familiale. Dernier point, et je pense que ceci c'est un élément incontournable dans la réussite du télétravail, c'est savoir accompagner les managers de proximité, les sensibiliser, parce que c'est au management à distance, c'est une nouvelle façon pour eux d'animer, de motiver, inciter leurs équipes. Donc là aussi, il faudra s'assurer la propre charge de travail des managers qui peuvent eux aussi être soumis à une pression importante de la part de l'entreprise, bien sûr, mais aussi de la part de leurs équipes qui peuvent être demandeuses en termes de soutien, en termes d'information. Donc là aussi, les managers, éléments incontournables dans la réussite du télétravail, donc il va falloir faire un effort pour les accompagner. Et les former. Eh bien, on arrive pratiquement à la fin de cette présentation. On est désolé, on a un peu débordé, mais le sujet est quand même important et on avait beaucoup à vous dire. En conclusion, l'idée, c'est de tendre vers un processus protecteur. Alors bon, la petite image est un peu humoristique, mais l'idée, c'est déjà que vous, représentants du personnel, vous insistiez pour que les risques liés au télétravail, alors les risques physiques, les risques psychosociaux, soient parfaitement évalués et intégrés dans le document unique d'évaluation des risques, que vous connaissez certainement. Ensuite, bien sûr, nous, ce qu'on va privilégier, c'est la négociation d'un accord. Bien sûr que la négociation d'un accord est préférable à une charte unilatérale et encore bien préférable à tout accord bilatéral entre salariés et employeurs qui échapperait complètement à votre avis, vous, les représentants du personnel. Donc, un bon accord télétravail. Donc, nous, on a sorti une fiche technique, la Syndex. Je vous ai mis un petit peu plus loin dans le diaporama, justement, comment la retrouver, qui donne les points essentiels qui doivent apparaître dans un accord télétravail. Concertation avec le CSE, les mesures de prévention dont nous avons parlé, là, donc QN vient de vous donner tout un menu. Toutes ces mesures, il est très important qu'elles soient intégrées dans le plan de prévention annuel de l'employeur. On étend le télétravail en ce moment, vous avez un nouvel accord qui se met en route ou vous avez revu l'ancien accord, il y a des mesures de prévention, soit en acquisition, enfin dotation de matériel, en dotation de nouvelles techniques d'information et de communication, d'outils numériques, d'organisation du travail, comme on l'a dit, avec ces modes de management et de réunion virtuelle, tout ça doit être mis dans le plan de prévention. Le cadre minimal à prévoir dans ce plan de prévention et dans l'accord, c'est de vérifier qu'il y a une équité de traitement entre les salariés. Le télétravail, on l'a dit, s'il est réservé qu'au cadre supérieur, ça va accentuer la fracture sociale, les incompréhensions et vraiment les conflits parfois dans les entreprises. Que des moyens techniques, outils numériques, matériels,
matériel pour travailler, ordinateur, clavier, etc., écran, les moyens organisationnels soient suffisants pour que le télétravail ne fasse pas mal et qu'une pratique managériale soit adaptée. On l'a beaucoup discuté ce matin. Un suivi régulier des télétravailleurs par l'employeur et par les représentants du personnel, par le biais d'enquêtes, d'entretiens réguliers. Comment ça se passe? Où en êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Et la charge de travail et votre isolement? On questionne toutes ces choses-là de manière à ce qu'il y ait des réajustements dans les accords, que les accords puissent être réajustés. Et on ne pourra les réajuster que si, justement, au moment de la contractualisation de l'accord, on a bien prévu des clauses de revoyure. Vous connaissez certainement ces clauses de revoyure des accords, c'est-à-dire qu'on dit on signe un accord pour tant de temps, mais tous les ans, par exemple, on le revoit et on le réajuste au regard justement de ce suivi régulier que l'on aura réalisé auprès des télétravailleurs de l'entreprise. Voilà quelques sources utiles, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais allez voir sur le site de l'ANACT, allez voir sur le site de l'INRS, il y a énormément en ce moment d'informations sur ces questions de télétravail. Bien sûr, consultez notre site, écoutez nos podcasts, allez télécharger nos fiches pratiques, notamment celle-ci dont je vous ai mis le lien pour justement comprendre les points clés de la négociation d'un accord collectif sur le télétravail. Et maintenant, si vous n'avez pas trop faim et que vous avez encore un tout petit peu de temps, eh bien, on va prendre vos questions. Alors moi, je suis désolée, j'ai essayé d'y répondre pendant la présentation et je n'y suis pas arrivée. Techniquement, ça prenait pas justement mon clavier. Donc, on va quitter le diaporama, ouvrir les micros et donner à Mathieu la possibilité de vous faire discuter. Alors, il y a eu une douzaine de questions, une quinzaine de questions qui ont été posées dans le module Q&A. Je vous propose pour ceux qui veulent poser des questions à l'oral de commencer à lever la main. On va commencer d'abord par ces questions-là. On va passer par ordre antichronologique, c'est-à-dire que les dernières questions pour les dernières diapositives vont passer en premier. Et la première de ces dernières, finalement, c'était Xavier et Christelle qui demandaient, s'agissant en fait de se fixer des horaires quand on est en télétravail, c'est quand même pas forcément évident, notamment en fait pour les cadres qui sont au forfait. Quid? Oui, tout à fait. On est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on est au forfait aussi quand on est en télétravail. Donc, c'est une auto-gestion de son temps qu'il faut arriver à maîtriser. D'ailleurs, comme quand on est en présentiel, à un moment donné, savoir s'arrêter. Comme dit Cuyenne, savoir débrancher le téléphone de son oreille et s'autoriser à aller courir, à vraiment, je voulais insister aussi sur le fait qu'il faut bouger, il faut s'aérer, il faut s'oxygéner, parce que rester statique devant son écran, avec en plus cet afflux visuel qui est très fatigant aussi, qui assèche les yeux, voilà, il faut vraiment s'octroyer des pauses, mais quand on est en forfait, on est dans la même configuration, en télétravail ou au bureau, c'est parfois malheureusement illimité. Oui, mais j'ai envie d'ajouter quand même que ça peut faire l'objet d'un point dans la charte entre comment dire, la direction, le management et puis les télétravailleurs. On peut, de façon formelle, fixer une plage horaire. Puis, voilà, un exemple, ça peut être 9h, midi, pause méridienne reprise à 13h jusqu'à 17h ou 18h. Voilà. Et en dehors de cette période, voilà, il y aura un droit à la déconnexion de la part du salarié, où il ne pourra pas être joignable ni sollicité par n'importe quel moyen. Donc là aussi, ça peut faire l'objet et inscrit, une négociation est inscrit dans la charte, voire dans l'accord. On avait une question de Jérôme qui demandait, quant à lui, en fait, il dit que l'utilisation des messageries professionnelles n'est pas autorisée pour les OS dans son entreprise. Il demandait si c'était légal et à ce moment-là, comment contacter les télétravailleurs. Ouais, c'est effectivement, moi j'ai déjà eu le cas
c'est effectivement légal. Et là encore, il faut demander exceptionnellement l'autorisation quand on est en 100% télétravail. Quand les personnes sont en période de crise sanitaire, il faut expliquer là que vous êtes bien obligé de rentrer en contact avec les personnes que vous représentez et que donc il y a moyen de pouvoir utiliser effectivement leurs adresses personnelles. Mais c'est au libre arbitrage de l'employeur, malgré tout. Lionel demandait quant à lui, alors c'est le grand retour à la pointeuse, mais la télépointeuse finalement, l'employeur peut-il demander aux salariés en télétravail des SMS pour débuter et finir une journée de travail? Guyenne, je pense que tu avais travaillé là-dessus. Alors, donc, non, je ne saurais pas répondre de façon affirmative. De façon indirecte, tout ce que je sais, c'est que pour les moyens de contrôle ou de surveillance, si elles sont installées sur le matériel, ils doivent être portés à la connaissance, bien sûr, du CSE, mais aussi du salarié. Voilà. Oui, quand il y a des moyens automatiques. Envoyer un SMS, ce n'est pas automatique. Ça participe d'un acte volontaire, volontaire. C'est acté par le salarié. Donc, on pourrait dire que ça, finalement, ça participe de la même démarche que d'aller à la pointeuse. Et il faudrait peut-être quand même vérifier auprès de juristes, mais moi, je pense que c'est de la même manière qu'une pointeuse, ça ne peut pas être refusé par le salarié. S'il n'est pas au forfait au jour, et s'il est aux horaires, de manière à ce que l'employeur puisse effectivement comptabiliser son temps de travail. Je ne pense pas que le salarié puisse soustraire à ce genre de choses. On a Sylvie qui demandait, dans le cadre de la crise Covid, est-ce qu'un manager qui a mis en place un système de roulement de semaines de télétravail dans son équipe peut demander que les salariés ne se rencontrent pas à l'extérieur du temps de travail? Elle dit, pour moi, c'est une atteinte à la vie privée. Qu'en pensez-vous? Complètement. Ah oui, complètement. Oui. La réponse est sans appel, bien sûr. Non, c'est absolument interdit d'imposer ce genre de choses. Christophe témoigne, lui, il dit que dans son entreprise, il y a des groupes WhatsApp qui ont été créés en période de confinement et qui perdurent. Il dit que ça fait des débordements sur la vie personnelle, que ça isole certaines personnes qui ne veulent plus faire partie de ces groupes, et la direction n'a pas de position claire en fait sur ces arrêts de groupes WhatsApp. C'est une réponse qui a été faite en CSE. Est-ce qu'il y a des leviers d'action en fait pour soit faire cesser ou au moins réguler l'utilisation de ces groupes WhatsApp à usage professionnel finalement? Oui, c'est exactement, c'est ce dont nous avons parlé, c'est par le biais justement de l'évaluation des risques que vous allez consigner dans le document unique, que l'employeur va consigner dans le document unique, mais vous savez que le CSE procède à l'évaluation des risques, contribue à l'évaluation des risques aussi, que vous allez justement montrer les risques liés à ce genre de pratique, et il faut réguler ce WhatsApp. Ça, c'est clair que les gens ne peuvent pas être stigmatisés parce qu'ils n'y participent pas, c'est-à-dire louper quelque chose parce qu'ils n'y participent pas. On ne peut pas les obliger à utiliser ce type d'outils, sauf à ce que ce soit consigné dans l'accord, dans la charte, etc. On a Cécile qui témoigne elle aussi. Elle dit « Notre employeur impose au personnel éducatif en milieu ouvert le télétravail. Cependant, les collègues doivent quand même continuer à faire des visites au domicile des usagers. Est-ce possible? Est-ce que c'est toujours du télétravail? Et sinon, dans quel cadre ce nouveau mode de travail entre-t-il ou peut-être pourrait-il entrer ?» Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, je sais pas. Ils sont en télétravail, les travailleurs sociaux? C'est ça, c'est les travailleurs sociaux sont en télétravail, mais en revanche, l'employeur impose quand même que, alors je ne sais pas si c'est l'employeur, mais les collègues doivent quand même continuer à faire des visites au domicile des usagers. Donc c'est du télétravail, mais il faut quand même être en contact avec des usagers. Est-ce que ça existe? Comment ça se passe? La visite à domicile, ce n'est pas du télétravail, pour le coup. Là, on est vraiment dans un autre type de prise en charge. Alors, là, quand on a ce genre de modification d'organisation,
obligatoirement, le CSE est informé et consulté. Il y a une modification très importante des conditions de réalisation du travail. On imagine, parce que la question est peut-être partielle, mais on imagine que d'habitude, ce sont les usagers qui viennent dans l'institution, parce que c'est du milieu ouvert, viennent donc rencontrer les travailleurs sociaux. Là, on inverse le processus. Ce sont les travailleurs sociaux qui vont au domicile des usagers. Il y a certaines formes de prise de risque. Déjà, il y a du risque routier, il y a le risque de ne pas être au sein de... Enfin, il n'y a pas de collègues à proximité, etc. On peut avoir peut-être des bénéficiaires qui ont des pathologies qui font qu'il y a peut-être une mise en danger du travailleur social. C'est une modalité organisationnelle différente. Le CSE doit être informé et consulter des modifications de conditions de travail qui comportent de nouveaux risques. Il doit rendre un avis. Il a 1 mois pour rendre son avis. Vous le savez, à partir de la remise des documents. Donc, l'information consultation, elle doit présenter justement de ces nouvelles modalités. Et le CSE peut justement rendre un avis très, on va dire, défavorable, en disant que l'employeur ne garantit pas la sécurité du salarié et des bonnes conditions de travail, et qu'il y a des risques qui vont découler de ces nouvelles pratiques. Marc, pardon. Excuse-moi Mathieu, j'ai envie de rebondir là sur le dernier point. Ça me fait penser qu'effectivement, c'est la notion d'éligibilité d'un poste. Alors, auparavant, il était de coutume de considérer un poste de son ensemble pour dire oui ou non, il est éligible au télétravail. Ce qui serait intéressant dans les futures négociations, de façon locale, c'est de ne pas se restreindre à une vision du poste dans son ensemble, mais de détailler activité par activité ou tâche par tâche ce qui serait télétravaillable. Et donc, ne pas refuser un poste qui ne soit pas télétravaillable, mais seulement certaines tâches qui pourraient l'être, donc accorder 1 jour, voire 2, possible de télétravail pour ce poste considéré. Voilà. Oui, alors ça rejoint beaucoup de questions là, qui passent sur le chat, justement. Est-ce qu'on peut télétravailler et aller chez des clients? Oui, vous pouvez, justement. L'accord peut dire, pour réaliser les tâches administratives, Absolument, oui. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bureau, mais en revanche, vous pouvez continuer, bien sûr, à exercer votre cœur d'activité, qui est celui d'aller rencontrer des clients. Là, je parle hors période de confinement, évidemment. Évidemment. Mais là, on parle de ces nouveaux accords télétravail pour quand on reviendra à la normale, ce qui, j'espère, arrivera rapidement. Donc, vous pouvez tout à fait conjuguer visite chez vos clients et télétravail. C'est même ce qui se passe souvent chez les commerciaux. Il y avait une question de Marc extrêmement pratique qui dit « Bonjour, s'il y a une perte de réseau due au fournisseur ou une panne électrique, l'employeur peut-il en tenir rigueur à son employé peut-il tenir rigueur à son employé du travail qui n'a pas été réalisé ?» Ça, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça que ça aussi, il faut vraiment le formaliser. Si vous pouvez justifier qu'il y a une coupure de réseau, bien sûr que non. Bien sûr qu'il ne peut pas en tenir rigueur. Mais le problème, c'est que parfois, c'est difficilement vérifiable. En tout cas, il faut tout de suite, par le biais du téléphone ou quelque chose comme ça, vous acquitter de prévenir l'employeur en disant « Là, je suis empêché de travailler, j'ai un problème. » Tracer, parce que justement, le télétravail… c'est ça qui est compliqué, c'est que les espèces de formes de suspicion très désagréables, parfois dans certaines entreprises, du management vis-à-vis du télétravailleur ou de collègues vis-à-vis des télétravailleurs aussi. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une possibilité pour le salarié, dans ces circonstances, de pouvoir revenir assez rapidement dans son bureau pour pouvoir faire le travail qui lui était demandé. Donc, il faut que ce soit prévu aussi. On a 2 dernières questions. Je pense qu'après, on va s'arrêter parce qu'on est déjà quand même à 1h20 de webinaire. Il y avait un spectateur qui est anonyme, malheureusement, qui a dit « Est-ce vrai de dire que si le télétravail n'est ni régulier, ni permanent, ni imposé par la direction,
les salariés ne peuvent être qualifiés de télétravailleurs. Il dit, c'est la réponse de notre direction lors de la demande d'attribution de tickets restaurants lors de la réalisation de télétravail, au même titre que lorsque l'on travaille sur site, alors même que l'URSSAF ne précise rien en termes de régularité de télétravail. Oui, l'URSSAF ne précise rien, mais comme on l'a dit au démarrage, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait ou un accord, ou une charte, ou un échange entre le potentiel télétravailleur et l'employeur qui, à un moment donné, participe du double volontariat. Si ça n'a pas été parlé, si ça n'a pas été évoqué, s'il n'y a pas un mail qui, à un moment donné, trace quand même qu'il y a eu cette double accord, on va dire, et de l'employeur pour que la personne télétravaille et du télétravailleur pour justement exercer une partie de son activité chez lui, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas qualifier la personne de télétravailleur. Je ne sais pas si la question était celle-là. Et l'attribution de tickets restaurant pourrait peut-être être difficile à obtenir. Alors, il y a toute une polémique autour du dédommagement du télétravailleur. L'URSSAF a des barèmes très précis. Le problème, c'est que depuis les ordonnances de 2017, les ordonnances Macron, l'article qui, justement, dans le Code du travail, définissait la nécessité d'indemniser les télétravailleurs a disparu. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes parce que ça veut dire que ces barèmes URSSAF, ils ne peuvent pas s'appliquer. C'est grosso modo, c'est 10 € par mois quand on travaille un jour par semaine. 20 € quand on travaille 2 jours par semaine. Alors, du coup, ça fait un peu jurisprudence, c'est-à-dire que l'article a disparu, les barèmes URSSAF persistent. En tout cas, faites-le noter dans un accord quand vous négociez un accord télétravail, qui est une indemnisation minimale des frais d'eau, électricité, etc. Néanmoins, on peut dire quand même que l'employeur doit mettre à disposition les moyens de travailler. Enfin, vous voyez, il y a vraiment là, on est dans une espèce de vide juridique assez compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse très, très certaine sur ces histoires d'indemnisation du télétravailleur. Et on a, effectivement, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis, Anne. Je pense à notamment un certain nombre d'entreprises qui se servent de plus en plus du télétravail pour avoir moins de charges, notamment en termes de locaux, et qui derrière, en revanche, ne vont pas aider les télétravailleurs à avoir de meilleures installations chez eux, clairement. Et il y avait donc cette dernière question de Martine, qui hélas, en revanche, a déjà quitté le webinaire, qui disait « L'État doit-il prendre des mesures complémentaires pour prévenir les RPS pour les salariés en télétravail ou l'arsenal législatif, réglementaire et conventionnel est-il suffisant pour les prévenir et les réprimer les abus ?» Moi, je dirais que l'arsenal législatif, il est suffisant, mais encore faut-il savoir l'actionner correctement. L'article clé du Code du travail, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est que je le dis à chaque fois, mais c'est l'article L4121 du Code du travail qui dit « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité physique et mentale des travailleurs. » Alors, cet article-là, il dit tout. C'est-à-dire que finalement, il devrait suffire justement à faire en sorte que les télétravailleurs soient dotés de matériel suffisant, de techniques suffisantes, d'une organisation du travail qui est protectrice. Le problème, c'est que, eh bien, comme finalement le dialogue social parfois ne permet pas justement de vérifier que les mesures sont suffisantes, parce que, on le sait bien, dans les petites entreprises, il n'y a pas assez de représentants du personnel, il n'y a pas assez de temps accordé à tout cela, eh bien, les choses ne se font pas. Mais l'arsenal juridique, il est finalement suffisant, mais il faut l'actionner, il faut le nourrir, il faut s'y référer constamment. Non, mais c'est vrai qu'il y a un flou juridique sur ce point. Juste comme dit Anne, il faut rappeler quand même que tout employeur a une obligation des résultats en termes de sécurité à l'égard des salariés et qu'effectivement, on peut très bien imaginer que dans le cadre du télétravail, un salarié qui serait confronté à terme une maladie professionnelle, voire un accident, mais qui pouvait être prévisible, évidemment, dans ce cadre, l'employeur pourrait voir sa responsabilité engagée.
Je vois une question là de Christophe Lemarié qui dit « J'aime bien la vision du modèle C2R de la NACT ». Bon, alors là, vous prêchez une convaincue parce que c'est un modèle ouais, voilà, qu'on utilise aussi beaucoup, nous, dans nos expertises en entreprise. Ce modèle contrainte, ressources, régulation de la NACT, il est super intéressant justement à actionner sur les questions de télétravail, c'est-à-dire d'aller prendre des situations problèmes que des télétravailleurs ont rencontrés, les décortiquer et regarder justement, voilà, et c'est cette histoire de ressort, ce qui fait contrainte, mais aussi ce qui fait ressources, de manière à trouver des équilibres, hein, parce que c'est toute une question d'équilibre. On vous a mis un schéma de cercle vertueux tout à l'heure, là, en fin de diaporama, mais on pourrait aussi prendre un schéma avec des ressorts, hein, pour dire que le télétravail en soi, il n'est pas mauvais. Le problème, c'est quand il est exercé dans de mauvaises conditions, encore une fois, matérielles, techniques, organisationnelles. Donc, plus justement, on étudiera finement ce qui, dans chaque situation particulière de chacun, fait ressource ou fait problème, quand on aura justement renforcé ce qui fait ressource et tâché d'éliminer ce qui fait contrainte, eh bien là, vous aurez des télétravailleurs qui seront épanouis, heureux, qui auront moins de maux de dos ou de mal à la tête. Et vous aurez des gens qui sont en présentiel qui sauront aussi apprécier le fait qu'ils peuvent toujours faire équipe avec les télétravailleurs et savoir qu'il n'y a pas d'iniquité dans l'entreprise. Est-ce qu'on s'arrête? J'ai manqué juste une dernière question, je pense, qui me semble intéressante. C'est Éric Cousin qui demande, lorsque la demande de télétravail est refusée, pouvez-vous indiquer que ce que doit impérativement contenir la motivation de refus par le manager et existe-t-il une possibilité de faire appel de ce refus? Ouais, il faut que la motivation, elle porte sur des tâches qui ne peuvent pas justement être réalisées en dehors de l'entreprise. Hein. On pense à des métiers où effectivement, même pendant le confinement, hein, quand on travaille dans une grande surface alimentaire, quand on est policier, je ne sais pas, je cherche des métiers, effectivement, il faut que ce soit motivé par l'impossibilité absolue de réaliser son travail dans un autre lieu que celui de l'entreprise. Alors Anne, tu viens de préciser absolu, et je te pose la question. Effectivement, je pense qu'Éric envisageait aussi notamment la question pour des gens à qui on dit, bah oui, mais moi j'aime bien quand on fait des réunions et qu'on soit tous là. C'est une question. Et c'est vrai qu'il est assez désagréable de faire des réunions où pour une partie, les gens ne sont pas là, pour une autre, les gens sont là. On a souvent des problèmes techniques, ce genre de choses. Est-ce que ça, par exemple, ça peut constituer un motif suffisant ou pas pour refuser un télétravail? Oui, ça peut être, justement, ça peut être régulé. Cuyenne le disait tout à l'heure, hein, disait, on peut, par exemple, dans un accord télétravail ou dans une charte unilatérale, exiger que le jeudi ne sera jamais télétravaillé pour que tout le monde se retrouve et que ce dont nous avons parlé ce matin, ces risques psychosociaux liés à la perte des collectifs de travail, à la perte d'informations parce qu'on n'est pas sur le lieu avec les autres au même moment, que ces liens perdurent. Parce qu'effectivement, hein, si on dit 2 jours et demi de télétravail, bon, moi, j'ai vu comme ça l'exemple dans une entreprise où finalement, vous en aviez certains qui prenaient leur lundi, mardi en télétravail, d'autres le mercredi, jeudi, le troisième, il était en RTT le vendredi, et finalement, on ne se voyait plus du tout, même si finalement, on n'avait que chacun 2 jours ou 2 jours et demi seulement de télétravail. Mais par le biais, le jeu, le truchement de ces emplois du temps complexes, il n'y avait plus du tout un jour où au moins on était sûr de se rencontrer. Donc ça peut être tout à fait, ça peut être un avis motivé de l'employeur de dire alors je vous accorde le télétravail, mais je vous demande que le jeudi ou le mardi soit obligatoirement un jour en présentiel, sauf arrêt de travail ou congé, évidemment. Je vois une question dans le chat de... Pardon, excuse-moi, Cuyenne. Non, juste pour répondre sur la question sur le refus, on voit ça dans certains accords pour un peu sécuriser les réponses, c'est que d'une, il faut qu'il y ait un double refus, à la fois de la part du responsable hiérarchique, mais aussi, hein, on le voit parfois souvent, complété par les services des ressources humaines. Ça, c'est une chose.
Et deuxième chose, il faut absolument que ce refus soit explicité, donner les raisons du refus de façon orale lors d'un entretien en face à face avec le salarié et ses responsables. Voilà. Je disais, je suis désolé, je crois que cette question me semble absolument importante. Et après, on va s'arrêter parce qu'on a vraiment largement débordé. Christophe demandait dans le chat, le CSE doit-il être consulté du projet d'accord télétravail au titre du projet important? Alors, s'il y a un accord télétravail, c'est les OS qui négocient, mais effectivement, cet accord modifiant les conditions de réalisation du travail, effectivement, ça peut donner lieu à une infoconsulte. Parce que cet accord va générer de nouveaux risques et donc le CSE doit être informé et consulté de ce projet important modifiant les conditions de travail. C'est comme ça que le Code du travail le stipule. Ouais. Je confirme. Ouais. En place, tout projet de télétravail doit passer obligatoirement devant un CSE pour une infoconsulte. J'ai vu une question qui passait sur les questionnaires. Des questionnaires, alors il y a des organisations syndicales qui en proposent. Je ne suis pas sûre que l'ANACT diffuse des modèles de questionnaires. Ils en ont, eux, dispensé, mais je ne suis pas sûre qu'ils mettent à disposition un questionnaire. Nous, on a beaucoup travaillé à accompagner les équipes pour justement bâtir des questionnaires ad hoc. L'idée, c'est peut-être pas de partir d'un questionnaire tout fait, mais plutôt de réfléchir. Alors, on peut vous accompagner, Syndex peut vous accompagner. Alors, ce n'est pas dans le cadre d'une expertise, mais ça peut être contractuel avec un CSE qui demande quelques heures d'accompagnement là-dessus, à faire vraiment un questionnaire adapté. Ok, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux animateurs. Voilà, il y a eu beaucoup de remerciements d'ailleurs en chat. Juste pour signaler aux 50 participants qui restent, on a un prochain webinaire sur les négociations salariales qui se tiendra le 6 novembre. Il y aura évidemment des informations sur notre site syndex.fr, sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes abonné à nos newsletters, vous recevrez un mail de toute façon pour vous prévenir de tout ce qui arrive bientôt. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Tout le monde. Merci de votre participation. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.